bienvenue à la Cutting Québec, un podcast où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles des sports électroniques au Québec, avec le but simplement de faire grandir un peu la communauté et de la rassembler. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous lancer vos nouvelles que vous voyez passer avec la hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports, ou sinon nous les envoyer directement. N'hésitez pas aussi de commenter dans le chat, de lancer vos commentaires ou vos questions. On va essayer de réagir et d'y répondre. Et comme vous le savez déjà, une des questions qui sera posée dans le chat, on va la reprendre sur les socials d'Able Esports et envoyer à la personne qui aura posé la question une caisse de 24 canettes de Gourou Énergie de la saveur de votre choix. Donc, c'est pour vous. Bon, sans plus tarder, merci encore d'être parmi nous et merci à tout le monde dans le chat. Une fois de plus, StarsFox finalement revenu après 3 semaines de hiatus. Donc, StarsFox, cofondateur et VP et responsable du développement des affaires et de l'administration chez l'Académie eSport Canada. On a moi-même, Mille, cofondateur et VP développement des affaires chez Able et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Nova, de retour, fondatrice de Victorem et antérieurement connue sous le nom de Crystal Drip Gaming, desquels on va parler un peu ce soir. Et Louis-Philippe, cofondateur de l'agence C4G, de laquelle on va aussi parler dans quelques instants, et aussi administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Beaucoup de titres ce soir, mais un bon groupe et encore une fois, des beaux sujets. Et justement, le premier des sujets desquels on va parler, c'est C4G. Donc, l'agence C4G se lance en crypto-monnaie à travers un partenariat avec Rally. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, l'agence C4G a été lancée par Louis-Philippe, donc il est ici présent avec nous ce soir, et son collègue Alexis. C'est en fait un spin-out du groupe V3 Stent qui a vu le jour vers la fin de l'été dernier, si je ne me trompe pas. Chez Able, on avait justement travaillé avec LP et son équipe quand il était encore chez V3, et c'est d'ailleurs grâce à eux qu'on a pris contact avec Labatt, qui sont nos partenaires avec leur marque Bud Light, et Advanced Sim Racing, avec qui nous détenons la meilleure équipe de iRacing au Canada. Bref, la société offre des services de développement des affaires aux organisations e-sportives. Ils ont développé une approche basée sur leur logiciel d'automatisation et leur technique de vente sur les médias sociaux, surtout LinkedIn, pour soutenir les organisations. Ils fournissent également, si je comprends bien, des solutions de marketing numérique aux besoins. Bref, LP pourra vous en dire plus sur C4G. La nouvelle de laquelle on parle aujourd'hui, c'est que C4G serait associé avec Rally pour se lancer dans le milieu de la crypto-monnaie, des NFTs et du token engagement. Rally, c'est un token d'Ethereum qui alimente le réseau Rally. Donc, la version courte, c'est que Rally permet aux créateurs et aux communautés en ligne de lancer leur propre crypto-monnaie. En créant ces tokens ou jetons dits sociaux, les organisations peuvent aller chercher de nouvelles flux de revenus en offrant à leurs fans accès à des avantages tels que du contenu inédit ou des produits dérivés. Bref, je te laisse peut-être, LP, nous parler un peu justement de ce que c'est l'agence C4G, pour ceux qui ne le savent pas, et du thinking derrière votre nouvel partenariat avec Rally. Je sais que moi et toi, on s'en était parlé vendredi durant notre lunch et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, je te laisse la scène avant que StarsFox et Nova réagissent. Ben oui, merci beaucoup pour l'intro, Émile. Je veux dire, je ne pourrais pas attendre mieux. Ben oui, ça me fait plaisir. Fait que C4G, en fait, comme il l'a bien expliqué, c'est une agence que j'ai lancée en août passé. Donc, ça fait maintenant 9 mois seulement qu'on existe. Puis c'est bel et bien un spin-off de ce que j'avais lancé initialement, étant une division e-sports au sein d'une agence de marketing, qu'on faisait du marketing numérique à travers les réseaux sociaux, puis un logiciel d'automatisation qui permet aux usagers du logiciel de pouvoir entrer en connexion puis de générer des conversations auprès des personnes qui voulaient pour différents besoins qu'ils avaient. Et moi, j'ai vraiment pris ce logiciel-là et un peu comme tout le monde dans l'industrie, là, de ma passion du e-sport, je voulais vraiment faire en sorte d'aider les organisations du e-sport à vraiment travailler sur leur côté business to business, ou qu'on appelle plus communément B2B. Dans un monde de e-sports, la commandite, vraiment, c'est ce qui alimente les flux monétaires d'une équipe de e-sports, et que ça soit au Québec ou même à l'international, le cas est le même.
Donc, c'est pour ça que on est vraiment attaqué ce milieu-là en tant que tel, puis d'aider les personnes au sein des équipes qui n'ont pas nécessairement souvent un background en vente en tant que tel. Donc, de les aider à faire du démarchage, à ouvrir des portes, à approcher les différentes marques qu'on appelle endémiques ou non endémiques, donc qui touchent directement à l'industrie du e-sports ou non, à vraiment venir agrandir leur réseau. Puis, pour le côté rally de la chose, ben justement, c'est facile de voir qu'une industrie qui se base à 60 à 70% des flux d'une équipe de e-sports en termes de revenus de la commandite, il faut trouver une façon d'être plus durable dans le futur parce qu'évidemment, on n'a pas tous accès à ces marques-là, on n'a pas tous le background non plus en vente. Donc, c'est important pour nous, chez C4G, de trouver un moyen de vraiment venir diversifier les opportunités du côté de nos équipes puis de trouver une façon de vraiment trouver la pépite d'or sur le plus gros aspect marketing qu'ils ont à l'intérieur des équipes, qui est vraiment le côté fan engagement, puis qui est quelque chose qui est complètement boosté par rapport à toutes les autres industries dans les réseaux sociaux et tout ça. Donc, la côté crypto-monnaie, puis plus particulièrement les fan engagement tokens qu'on appelle, permettent vraiment de profiter de cette communauté-là et vraiment de venir les récompenser à travers leur écoute, à travers le fait qu'ils participent aux différentes activités, puis de venir leur monter un système de récompense basé sur la crypto-monnaie, qui est une industrie qui est très parallèle au e-sports. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé longtemps pour essayer de faire en sorte que ce partenariat-là prenne vie, puis Rally, qui est présentement la seule plateforme au monde qui offre dans le monde de la crypto-monnaie, la création de fan tokens dans le milieu du e-sports. Donc, c'était un no-brainer pour nous qu'on voulait les approcher puis travailler là-dessus en ce début de 2022. Là. Ouais, écoute, moi tout ce qui est nouveau verticaux de revenus pour les organisations e-sportives, j'aime entendre. Je sais pas, Stars Fox, Nova, si vous avez des commentaires, des réactions, des questions là-dessus. La crypto, non. Encore une fois, il y a tellement de les NFTs, tout, j'essaie de rester informé là-dessus, mais il y a tellement de nouvelles patentes qui sortent que. Mais effectivement, si ça peut permettre, par exemple, aux organisations ou quoi que ce soit, même en général à quelqu'un qui joue à des jeux vidéo, de pouvoir créer, c'est bien ça, créer sa propre crypto-monnaie. C'est ça, right? Donc, ouais, ben exactement. Ben nous, et puis aussi, ce qui est difficile de comprendre, puis tu sais, je comprends que le monde de la crypto puis de la NFT a tellement de connotations négatives avec tout ce qu'on a vu passer. Puis vraiment, ce qui est au bout de la journée, c'est quand même assez facile de se créer un coin puis tout ça. C'est juste que ça prend la bonne personne qui met en place le système. Puis nous, c'est vraiment là qu'on vient s'installer. On n'est pas la personne qui va créer le coin pour toi, mais on est la personne qui va venir faciliter la création de ce coin-là à travers notre partenariat avec Rally. Donc, on a cette connexion-là puis cette connaissance-là de non seulement juste investir dans un Bitcoin, par exemple, là, mais c'est vraiment de créer un coin en tant que tel qui est attaché à une valeur. Parce que souvent, le Bitcoin, au bout de la journée, il n'est pas attaché à une action en tant que telle. C'est pas comme investir dans une action à la bourse qui est reflété à une compagnie en tant que telle. Un token, oui, c'est le token de Able Esports où est-ce que les gens peuvent se l'approprier puis avoir un système de récompense qui est donné par la suite. Fait que c'est vraiment là que ça se diffère. Puis ils offrent également le côté NFT de la chose, mais ça, c'est vraiment sur le volet de, par exemple, ce que 100 Thieves a fait avec leur activation dans la NFT. Il y en a même plusieurs autres équipes qui ont trouvé des bonnes idées. Donc, c'est vraiment développer un partenariat avec une marque, par exemple un McDonald's de ce monde, puis ensuite de créer un NFT à travers ce partenariat-là et l'équipe de e-sports. Donc, vraiment, de jouer sur le côté crypto-monnaie puis d'aller donner plus de chances d'activer la marque dans l'écosystème de l'équipe de e-sports. Ok, ouais, non, c'est cool. Ouais, ça peut amener des nouveaux partenariats intéressants, effectivement. Comme tu dis, si, mettons, tu crées une crypto-monnaie entre deux marques, une organisation e-sport puis une marque, puis ça peut avoir des choses, comme Tesla a fait avec les Dogecoin. Tu peux acheter de la merch de Tesla directement sur le site avec les Dogecoin, des choses comme ça. Ouais, ok. Exactement ça, ouais.
Ah ben, si vous réussissez à développer ça puis que ça aille bien ici, ça serait vraiment nice. Pour de vrai. On va essayer. Je suis pas mal du même avis. Je m'y connais pas trop au niveau crypto-monnaie, je vais pas te mentir, mais ça reste quand même intéressant. Puis je trouve que c'est définitivement quelque chose que moi je vais aller voir, que je vais aller regarder. Mais ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'espère que ça va marcher. Ben, c'est gentil, merci. C'est des choses qui se font de plus en plus dans l'industrie, puis justement, tu sais, les organisations e-sportives, même ceux au sommet de l'industrie, ont vraiment beaucoup de misère à trouver de la profitabilité, surtout soutenue. Puis en plus, on a une belle opportunité, deux belles opportunités. Un, les synergies entre la crypto-monnaie ou tout ce qui est blockchain et les e-sports ou le gaming est comme tellement simple et logique. Puis on en a parlé déjà sur ce podcast-là, tu sais, Ubisoft qui rentrait dans les NFTs et plein d'autres mondes. Donc ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, c'est le fait qu'on a des belles opportunités, je trouve personnellement, à eSports, d'avoir justement cette dynamique avec notre fanbase. Tu sais, le monde peut rentrer directement dans un Twitch d'un joueur professionnel, leur parler directement, même peut-être jouer avec. Mais trouver des façons encore plus dynamiques, créatives de récompenser ton fanbase, de leur donner de la plus-value pour l'argent qui vont dépenser. Je trouve que c'est très, très intéressant puis très intelligent. T'sais, comme tu vas acheter un jersey des Canadiens, fine, tu as un jersey des Canadiens, tout le monde sait que tu es fan des Canadiens, mais tu n'en as pas plus que ça. Ici, tu peux créer quasiment des clubs privés pour les gens qui vont acheter des NFTs ou de la crypto-monnaie, qui vont l'utiliser avec ton... Tu sais c'est qui tes super fans de façon très facile, puis après tu peux les récompenser, les cibler et même créer du contenu autour de ce monde-là. Fait que c'est de la fidélisation de fanbase qui est très très intéressante selon moi. Moving forward, puis on le voit, puis je pense LP t'en avait mentionné quand même des gros noms qui commencent à rentrer là-dedans. Fait que je pense que c'est quelque chose dont le monde se doivent de garder un petit pouls là-dessus, même si des fois c'est un peu difficile de comprendre tout l'aspect crypto-monnaie, NFTs, c'est difficile à comprendre et c'est un marché qui commence à être un peu chaotique parce que c'est en train de bouillir et donc tu as beaucoup de personnes là-dedans puis tu sais pas à qui faire confiance, etc. Mais je pense que ça peut en sortir des projets très très cool. Ouais. Bref, si vous connaissez pas C4G, c'est le temps de les connaître. Ils font des super belles choses. Ils travaillent avec du bon monde, dont Mirage aussi, si je ne me trompe pas. Il travaille avec vous. Cool. Nova, à ton tour, Victorem a des annonces cette semaine. Et le premier, c'est que Victorem se sépare de Phantom GG suivant leur récente fusion. Donc, vous vous souviendrez peut-être que Victorem s'était fusionné à Phantom GG plus tôt cette année. Sinon, vous pourrez aller consulter les épisodes précédents de notre podcast qui sont tous disponibles sur le YouTube d'Able Esports, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Bref, Victorem, une organisation e-sportive québécoise, avait décidé de fusionner avec Phantom GG, une organisation américaine, vers le début de l'année. La fusion est apporter au moins deux nouveaux membres dans l'équipe de gestion, si je ne me trompe pas, ainsi que des créateurs de contenu et une équipe de Call of Duty. Je pense qu'on en avait parlé sur le podcast, les 4 sur le podcast, on ne voyait pas trop les synergies évidentes de la fusion, mais on comprenait peut-être que l'équipe de gestion de Victorem cherchait un peu de renfort ou de support. Et bien sûr, Nova pourra nous en parler de tout ça dans une minute, mais il semblerait que l'association entre les deux organisations aurait été de courte durée. On vous rappelle que Victorem a rentré un nouveau PDG, Tienne Lemine, que je pense qu'il est dans le chat récemment, il y a quelques semaines, ce qui a peut-être encore motivé un peu la décision. Nova pourra nous éclaircir. Bref, on voit du post sur Twitter de Phantom. Celui-ci à l'écran, c'est Victorem, mais Phantom aussi ont posté que le focus des deux organisations n'était peut-être pas à la même place, du moins aujourd'hui. Victorem voulant miser un peu plus sur le volet contenu, tandis que les gens de Phantom voulaient se concentrer davantage sur le côté compétitif. Il semblerait quand même que ça aurait été une décision mutuelle. Bref, avant de trop m'avancer dans des spéculations et dans mes propres commentaires, je pense que Nova sera la meilleure placée de nous parler de tout ça. Comme on dit en bon français, the floor is yours.
Merci. Je vais juste mentionner, il y a beaucoup de gens dans le chat qui disent que peut-être le stream il load pas super bien, fait que je sais pas si c'est... Ouais, je suis bug pas un sûr peu. pourquoi. Ok. Ouais, je vais essayer de le régler. All good. En attendant, je peux parler un peu de ça. Donc, en gros, Phantom Legion puis Victorium, on a fusionné au début de 2022. Ça a été annoncé, je crois, le 5 janvier, si je me rappelle bien. Notre but avec ça, c'était justement de s'expandre un peu plus aux États-Unis, d'aller chercher une certaine fanbase. Comme quoi, moi et Tienne, on voulait avancer beaucoup plus vite, mais là, fallait plus aller se renseigner, il fallait aller chercher d'autres informations. Fait que ça devenait vraiment compliqué au niveau de la gestion des 4 co-owners au sein de l'organisation. Donc, on a malheureusement décidé de prendre la décision de se séparer. Je crois que c'est la meilleure décision qu'on aurait pu prendre au niveau du management parce que ça nous permet d'avoir plus de liberté. Surtout, de travailler avec des personnes qui n'ont pas les mêmes visions que soi, ça fait plus ruiner la chose que l'aider en général. Donc, c'est ça. Malheureusement, on a décidé de se séparer. Écoute, moi, je leur souhaite le meilleur. Puis, ça s'est séparé en bon terme. Là, fait qu'on n'a pas de problème avec eux du tout. Cool. Je sais pas, Stars Fox, LP, si vous avez des commentaires là-dessus. Sinon, j'en ai une couple. Non, c'est ça. Moi, la plus grosse question, c'était pourquoi la fusion en première partie. Mais là, tu l'as pas mal expliqué dans ton explication. Puis par la suite aussi, c'est sûr que avec l'arrivée de certains de tes collaborateurs, ça a dû aider grandement justement à pouvoir mieux prendre une meilleure direction. Mais non, j'ai pas tant de commentaires là-dessus du fait que. Ben, moi, déjà, juste les fusions en général, je trouve ça un peu bizarre. Tu sais, de fusionner. D'habitude, quand tu fusionnes, c'est une compagnie avec une compagnie. Là, vous avez fusionné deux organisations qui n'avaient. Ben, moi, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de fit, déjà à la base. Donc, ben, écoute, si vous êtes séparés en bon terme, puis tout, tant mieux. Mais je crois que d'y aller comme vous le faites présentement de votre côté, c'est la meilleure option. Puis, c'est juste continuer justement à faire, à suivre les projets. C'est sûr que si en plus vous avez un moteur de motivation avec Étienne, toi et dans le fond les gens qui sont dans Victorem, pourquoi pas? De toute façon, c'est ça. L'année 2022 a commencé un peu rough avec tout le COVID. Là, ça repart à nouveau. L'été arrive, tout le monde va se remettre un peu d'énergie au soleil, donc on espère que. Moi, j'espère que Victorem va continuer à grandir et continuer son beau travail. Merci. Ben, je pense un peu comme Émeric, là, honnêtement, je trouve que je l'ai vécu aussi un peu de mon côté où est-ce qu'on était justement une division au sein d'une agence, puis finalement on a décidé de voler de notre propre aile, puis parfois c'est juste une question d'axe de communication, puis de vraiment où est-ce qu'on voit la direction de l'entreprise, puis parfois, malheureusement, c'est mieux qu'on parte de notre côté parce qu'on ne veut pas se mettre des bâtons dans les roues. Fait que je peux comprendre à 100%, puis honnêtement, je suis confiant que, en tout cas, dans mon cas, ça a été la meilleure décision que j'ai prise. Fait que j'espère que ça va être la même chose de ton côté. Ouais, écoute, moi, j'ai pas tant d'autres commentaires. Un peu comme Stars Fox, j'étais un peu surpris initialement de la fusion, mais bon, je comprends aussi le besoin un peu d'avoir du support des fois dans tout ce qui est gérer une organisation e-sportive. Je suis pas surpris, peut-être, vu que t'as peut-être allé chercher ça vis-à-vis de Tienne, que tu en avais plus tant de besoin à l'externe avec du monde que tu avais peut-être moins de contact direct, de synergie évidente. Donc, puis je suis aussi pas surpris qu'avec l'implication d'Étienne dans Victorem, que c'est le contenu qui va avoir un peu plus de focus. On sait tous qu'Étienne est très actif sur YouTube et autres vidéo plateformes. Donc, j'ai hâte de voir. Personnellement, je pense que c'était la bonne décision, là, que vous refocussez un peu sur le monde qui sont proches de vous, surtout avec, comme Stars Fox l'a mentionné, les événements en personne qui reprennent en force. Là. Je pense que ça va vous aider. Donc, j'ai hâte de voir. On verra ça déjà ce week-end, j'imagine. Oui. C'est vrai. La prochaine nouvelle de Victorem encore, c'est l'annonce d'un nouveau gestionnaire de contenu ou content manager. Donc,
Je vais vous le mettre à l'écran si ça fonctionne. Et c'est ça. Ton internet. C'est Blue qui se joint donc à l'équipe avec une vidéo assez drôle et originale que vous voyez à l'écran, même si Nova l'a caractérisé du moment le plus cringe de sa vie. Bref, pour ceux qui suivent un peu la commu e-sportive québécoise, on sait tous que Blue se cherche une organisation depuis quand même longtemps maintenant. On est donc content d'apprendre qu'il se joindra à la belle équipe chez Victorem. Avec l'ajout récent de Tienne comme PDG qu'on vient de mentionner, pour ma part, je ne suis pas surpris du focus envers le volet contenu de l'organisation. Étienne en dit autant dans la vidéo aussi qu'il leur manquait quelqu'un de gérer l'équipe de créateurs de contenu qu'ils ont, et je pense qu'ils viennent d'en annoncer un ou une nouvelle il y a quelques minutes. Donc, je ne suis pas certain de l'expérience ni des preuves que Blue a sous sa ceinture, mais on sait qu'il ne lui manque pas de motivation ni d'idées si vous le suivez sur Twitter. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas, justement, si Nova, tu aimerais nous en parler un peu de la décision de recruter Blue, du timing de la décision et du thinking derrière le recrutement? Ouais, ben, ça fait quand même longtemps qu'on est en discussion avec Blue. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça a comme jamais venu à des fins dans un certain sens. Avec le rajout de Tienne, etc., puis vraiment la vision contenu qu'on a eue qui a un peu changé, ça a vraiment donné un petit coup de motivation à Blue, puis on s'est dit qu'il serait un bon match parce qu'il y a de la motivation, il y a des bonnes idées, puis je sais qu'il est capable de faire la job même s'il a un jeune âge. Je trouve que c'est quelqu'un qui va être capable de gérer autant nos content creators, mais il va plus être focusé sur les idées de vidéo, la création et comme l'application de nos idées de vidéo. Donc je suis pas sûre qu'il va être capable de faire une bonne job. Écoute, il a travaillé avec JNE dans le passé, ça je sais. J'ai aucune inquiétude sur le fait qu'il va être capable de nous sortir des bonnes choses. Je sais pas, StarsFox ou LP, si vous avez des commentaires sur l'importance d'avoir un content manager ou même l'importance du contenu pour ce qui est des organisations e-sportives. Moi, à la base, je pensais que c'était Tienne. Je pensais que c'était Tienne qui allait s'occuper de ça, là, un peu. C'est pour ça que j'ai quand même été surpris. Je me disais, content manager, je pensais que comme Tienne allait apporter de son expérience justement dans ce côté-là. Non, à part ça, si je peux être honnête, moi aussi j'ai un peu cringé sur la vidéo. J'en ai un peu fait genre. Mais non, à part ça, écoute, ça prend un début à tout. Je peux pas critiquer parce que même nous autres, je fais bon, on fait pas des vidéos, tu sais, mais tu sais, il y a un début à tout justement du content. Faut le faire, c'est pas facile. J'essaie d'être derrière une caméra puis tu te dis, ok, ce que je fais. Mais à la fin, au moins, ça donne un résultat, puis de plus en plus tu le fais, de plus en plus vous vous habituez, de plus en plus, puis je pense que ça fait partie aussi, on pourrait dire, ok, je vais en vendre un peu la sauce de Tienne, puis la sauce du content, mais ça vient aussi avec une certaine formation, justement, c'est de travailler, justement, pour qu'à un moment donné, tu t'habitues à faire des vidéos comme ça, puis tu le fasses récurremment, puis ça devienne une habitude, puis ça fasse du bon content. Mais c'est bon, l'effort était là, puis je souhaite que, je le connais pas, comme je veux dire, comme Emile dit, Eddie Blue, je connais pas, je sais pas, y a-t-il vraiment un background là-dedans? Est-ce que ça va donner un résultat? À voir, on verra ça avec les mois à suivre. Ouais. Puis c'est certain que dans un certain sens, c'était cringe comme vidéo. Mais je crois qu'on s'est pas mal cringe, ouais, dans le but, c'est que ce soit cringe dans un certain sens pour rapporter le monde puis faire comme, ok, gars, cette vidéo-là est cringe, mais c'est drôle. Puis genre, ouais, on a envie de la regarder. Oh, non, c'est ça. Puis je crois qu'on s'est pas mal repris avec la vidéo qui vient de sortir aujourd'hui. C'est une vidéo assez professionnelle. Puis on reste quand même drôle. C'est nos valeurs. Puis notre but, c'est de projeter aussi d'apporter un sourire aussi au monde qui regarde nos vidéos dans un certain sens. Puis de mon côté, je peux pas parler de Blue en tant que tel, je le connais pas non plus, mais un peu pour revenir à la question d'Émile par rapport à l'importance du contenu, je veux dire, c'est tellement important au sein d'une équipe de e-sport, c'est ça qui ramène toute la visibilité. Puis je vais souvent avoir le côté business, je pense, dans ce podcast-ci, mais vraiment le côté contenu, c'est ce qui va faire en sorte que tu as des fans, puis tes fans, c'est ce qui va faire en sorte que tu peux signer des sponsors. Fait que c'est tellement important d'avoir un pilier sur lequel on peut se fier puis qui est solide, autant dans la création du contenu que dans la comme tu l'as dit un peu, Nova, dans
les idées que la personne peut amener sur la table et également tout faire en sorte de manager ces créateurs-là à l'interne qui ont peut-être parfois qui manquent d'expérience, donc les aiguiller à travers tout ça, mais c'est lifeblood là, d'une équipe. Fait que tant mieux si vous avez trouvé cette personne-là chez vous. No pressure, Blue. Non, moi aussi, je pense Content Manager, c'est super important. Je pense que la synergie entre une organisation e-sportive et les créateurs de contenu n'est pas toujours évidente. Fait que, c'est beaucoup plus facile d'avoir des équipes compétitives. Puis là aussi, tu peux aller trouver des fans, bien entendu, mais ça, c'est plus, OK, c'est quoi l'histoire derrière l'équipe? Est-ce que l'équipe gagne, etc. Mais quand ça vient des créateurs de contenu, oui, ces créateurs-là peuvent créer du contenu, mais c'est quoi leur attachement à l'organisation? Qu'est-ce que l'organisation donne? Qu'est-ce que les créateurs de contenu donnent? Puis qu'est-ce que les deux reçoivent? Et qu'est-ce qu'ils font ensemble? Parce qu'on le voit souvent, des créateurs de contenu et des organisations, mais si on regarde juste le créateur de contenu ou juste l'organisation, on ne saurait jamais qu'ils étaient ensemble. Donc, c'est cool d'avoir un content manager pour ça. Après, avoir du contenu créatif, récurrent, ça aussi, c'est tout un challenge. Puis comme LP vient de le dire, c'est super important pour aller chercher des fans, pour aller chercher du engagement des fans et après tout ça, aller chercher de la monétisation éventuelle, là, ou on l'espère. Donc, écoute, Blue a de la job à faire, mais je pense que justement, c'est un beau challenge pour lui. Je sais que moi, je lui avais parlé une couple de fois quand il cherchait justement un poste. Je pense, selon moi, ses attentes étaient un peu pas bien cadrées avec ce qu'il pouvait aller chercher puis ce qu'il apportait à la table. Donc, j'ai l'impression que ça a peut-être un peu changé avec les discussions qu'il y a eu avec toi, Nova, et sûrement tienne, ou du moins, je l'espère. Puis, je pense que s'il se recadre un peu, il y a un beau potentiel, surtout avec un peu le mentorship qu'il peut aller chercher de vous deux, puis votre expérience déjà dans la scène. Fait que, non, j'ai hâte de voir. Je pense que, justement, vous commencez à faire des moves, et tu viens de mentionner l'autre vidéo, là, une autre créatrice de contenu annoncé aujourd'hui, commencer à faire des moves qui semblent faire du sens puis qui semblent build vers quelque chose. Fait que c'est très très cool de voir. Là. Oui. Juste pour en rajouter un peu, notre créatrice de contenu justement qu'on a ajouté aujourd'hui, c'est pas juste une créatrice de contenu, c'est aussi une executive assistant. Donc, elle va répondre au téléphone, genre. Non, on catégorise ce terme-là parce qu'elle va comme vraiment appuyer moi puis Tienne dans nos tâches au quotidien. Fait que c'est comme elle a un semblant de connaissances au niveau business, etc. Fait que ça va vraiment apporter quelque chose à la table aussi. Cool. Répondre au téléphone. Personne répond au téléphone ces jours-ci. Tout se passe sur Discord. Mais non, très cool. Très très cool. On passe d'un V à l'autre et même Nova l'a mentionné, GNE. Donc, c'est un des co-owners de Vexo, dont Fate, qui quitte l'équipe. Suivant la fusion entre Vexo et justement GNE ou Gaming Next Elite vers la fin de l'année passée, Fate et Fiji se sont joints à la liste des entre guillemets owners de Vexo aux côtés de Zopix et Surnatural, si je ne me trompe pas. On apprend cette semaine que Fate quitterait l'organisation, selon lui sur des bons termes. Son tweet longer nous apprend qu'il est inactif dans l'organisation depuis au moins un mois. Il dit après une réflexion, il prend beaucoup plus de plaisir à sortir avec ses amis et travailler au lieu de consacrer beaucoup de temps aux e-sports. Il remercie les gens chez Vexo pour une belle aventure lors des 8 derniers mois. Fate était aussi impliqué par le passé dans d'autres projets sportifs tels que le podcast e-sportif sur la WTV, justement aux côtés de Nova, donc une web TV québécoise. Bref, je tenais à le souligner la nouvelle. Selon moi, écoutez, c'est souvent ce qu'on voit quand l'été arrive. Un drop dans l'intérêt de plusieurs en e-sport, commence à faire beau dehors, surtout avec le déconfinement qui progresse. C'est dommage, il faisait quand même des belles choses en e-sports québécois. Mais bon, c'est peut-être pas la dernière fois qu'on va le voir. Je sais pas si vous avez des commentaires ou des réactions là-dessus, mais je tenais quand même à souligner. Moi, d'après moi, il est retourné travailler à 2 jobs pour payer sa Audi. Mais bon, ça, c'est... Peut-être. Peut-être, ça coûte cher. Le gaz, surtout. Non. Fake, je pense que... Comme tu dis, l'été arrive. Ça a l'air d'un gars assez summer vibe.
Donc, d'après moi, on va leur voir comeback en août. Moi, je mets ma main sur la table, puis on va leur voir comeback en août, peut-être. Ça se Mais peut. c'est sûr que garder sa motivation quand l'été arrive, des choses comme ça. Dans un projet où vous êtes plusieurs, peut-être que des fois, si tu trouves pas ta place vraiment dans le projet, ça peut être un peu difficile. Je sais pas entre parenthèses, je sais pas, je connais pas les discussions internes de Vexo, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils font ou quoi que ce soit, mais peut-être que dans une certaine idée, il y en avait peut-être plus non plus. Que je me suis fait, regarde, je vais mieux me concentrer ailleurs pour l'instant pour cet été, puis après ça, je vais retourner peut-être dans le monde du e-sport plus tard. Mais à voir. Mais moi, je dis qu'au mois d'août, on va le revoir. Mon petit pari. Ouais. Ayant travaillé avec Fate un peu dans tu sais, des petits projets comme par exemple notre podcast, la WTV ou notre Discord le SEQ, Discord Sport électronique du Québec. Euh, je sais que c'est un gars tu sais, quand il commence quelque chose, il continue, qui est passionné par ce qu'il fait. Mais je crois que si justement c'est, comme il dit, c'est plus quelque chose en quoi il y a du fun, je crois que c'est mieux pour lui de s'en aller vers quelque chose en quoi il va vraiment avoir du fun, puis en quoi il va s'amuser ou de se forcer à rester dans une ambiance. Ben, peut-être pas une ambiance, mais tu sais, quelque chose qu'il aime pas autant que d'autres affaires. À mon avis, je crois qu'il a fait la bonne décision parce que s'il dit qu'il était inactif, ça n'apportait pas grand-chose pour lui ou pour d'autres. Fait que je crois que c'est la bonne décision qu'il a pu prendre, puis on va voir s'il revient, hein. C'est ça. Ouais, absolument. On verra. La prochaine nouvelle, c'est les résultats du tournoi de virtuel de Rainbow Six du LAN ETS. Donc, on en a parlé lors de nos derniers podcasts, mais comme vous le savez peut-être déjà, le LAN ETS avait organisé des tournois virtuels qui ont lieu avant son événement en personne qui commence dès demain sur 3 jours à l'ETS. Il s'agissait du tournoi de StarCraft 2, Dota 2 et Rainbow Six. Le tournoi de Rainbow Six s'est donc déroulé le week-end dernier avec un cash prize de 2000$. Il n'y a eu que 9 équipes inscrites pour les groupes le samedi, dont 4 ont fait les playoffs le dimanche. C'est Sentinel qui se sont affrontés contre Team RT 2.0 en finale, bien que je n'ai pas pu voir qui a gagné à la fin, ni sur le site web, ni sur le VOD Twitch. Si on se fie aux résultats lors du tournoi, les Sentinelles n'ont pas perdu une seule map, à moins que je me trompe, tout au long du tournoi, donc c'est peut-être eux qui l'ont remporté. Bref, pas mal de Québécois là-dedans, mais je suis pas certain si c'est toutes des équipes et des joueurs québécois qui étaient dans le tournoi. On a parlé un peu la semaine passée, surtout Léo Vinci qui était avec nous, qui avait mentionné comme quoi que les fonds déduits à ce tournoi-là auraient peut-être pu être mieux utilisés lors du LAN ce week-end qui arrive. Après avoir vu le résultat, je suis comme un peu d'accord. 2000$ en prix pour juste 9 équipes dans un tournoi virtuel me semble comme vraiment bas. Le viewership n'était pas immense non plus de ce que j'avais vu, genre 40 viewers. Bref, avec la job qu'ils ont mis dans la production, dans l'organisation, dans le prize pool, je me questionne encore depuis la semaine passée pourquoi ils n'ont pas juste simplement organisé le tournoi au LAN ce week-end qui s'en vient. Mais bref, je tenais quand même à souligner le fait que soit Sentinel ou Team RT 2.0 ont gagné le tournoi. Je ne sais pas si vous avez des réactions là-dessus. Mais c'est une nouvelle qui est quand même passée cette semaine. Ben, je crois que il y aurait eu plus d'équipes qui se seraient inscrites en général si ça avait été vraiment la LAN, comme tu dis. Souvent, les équipes, quand c'est des choses de plus virtuelles, vont moins être tentées à aller les chercher puis à vouloir y participer. Puis à mon avis, si ça avait été vraiment pendant le LAN, il y aurait eu beaucoup plus d'équipes qui auraient participé. Je crois peut-être, je sais pas nécessairement pourquoi il y a autant eu pas beaucoup d'équipes qui se sont inscrites, sachant que le cash prize est quand même assez élevé. Puis c'est un tournoi qui est quand même, tu sais, c'est l'an ETS, ça, c'est pas n'importe quel tournoi. Ça m'intrigue un peu de savoir comment ben, il n'y a pas eu autant de monde. Peut-être à cause qu'il n'a pas été assez paru, peut-être à cause de n'importe quoi d'autre, mais à mon avis, je suis pas vraiment d'accord avec toi que ça aurait dû être, ça aurait dû être fait pendant le LAN itself et pas en ligne. Ouais, je suis un peu d'accord là-dessus aussi. Tu sais, c'est à se poser la question, comme tu le disais, Nova, c'est un price pool qui reste quand même tu sais, intéressant. Puis, vu que tu t'inscris dans un événement qui est d'un LAN, pourquoi pas justement donner la chance aussi aux personnes qui font partie de l'équipe de vraiment
avoir l'expérience en présentiel là, qui est vraiment plus agréable. Puis, on le sait, là, on n'a pas tant que ça d'événements de e-sports en LAN et tout ça au Québec. Fait que pourquoi pas justement profiter du plus gros LAN qu'on a pour avoir ce genre de compétition-là? Ben, c'est à se poser la question. J'aurais aimé ça avoir un organisateur pour avoir sa réponse là-dessus. Là. Ouais, j'imagine qu'ils voulaient juste pas organiser trop de tournois en même temps, mais je sais pas, c'est un petit point d'interrogation pour moi. Puis encore plus le fait, tu sais, nous, on fait des tournois à 500$ à Valorant, puis on a presque 64 équipes, donc je pense qu'il manquait un peu de visibilité pour ce tournoi-là. Puis Fine, peut-être si c'était juste des équipes québécoises, c'est pas si mauvais, mais ça me semble de l'argent un peu entre guillemets gaspillé. Là. Il aurait pu faire ce même tournoi-là à 200$, puis il aurait eu les mêmes équipes, j'ai l'impression. Mais bon, c'est peut-être juste un petit apprentissage pour l'année prochaine. Puis, faut pas perdre de vue non plus que c'est une association étudiante. Là. Il y a pu juste avoir comme un des étudiants dans l'association qui aime beaucoup Rainbow Six qui s'est dit, ben on a des commanditaires pour le faire. Moi, ça me tente de lancer un tournoi. Fine, on va pas le faire au LAN, fait que faisons-le la semaine d'avant. Puis, c'est quand même cool comme projet, mais je pense que ça aurait pu être exécuté de façon un peu meilleure. J'ai manqué le sujet. On a un 5e membre sur le podcast. Le prochain sujet, c'est le eSports Central. Donc, le eSports Central, comme on le sait, ont fermé récemment, puis maintenant, ils ont une vente de fermeture, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, vous l'aurez peut-être vu passer, mais c'était un bar, l'eSports Central, premièrement, c'était pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un bar e-sportif sur Sainte-Catherine, au centre-ville de Montréal, avec une quarantaine de PC, consoles, TV, bars, arcades, etc., suivant la fermeture, ils ont maintenant une vente de liquidation ou de faillite. Vous voyez la belle vidéo TikTok de Big Mike à l'écran qui vous la prend. C'est une vente pré-enchère. Si j'ai bien compris, les écrans entre 144 et 240 Hz vont au prix de 250$. Les ordinateurs commencent à 1500$ selon le package, les gaming chairs à 125$, etc. Il y aura donc une enchère bientôt après la vente, si je comprends bien, où les entre guillemets, starting price seront encore moins élevés pour ce qui reste du stock. Bref, une nouvelle pour confirmer que la fermeture du eSports Central est pas mal finale. Et pour ceux qui cherchent peut-être un peu de gaming hardware, c'est peut-être votre chance si vous voulez vous présenter au eSports Central et aller voir. Je sais que Noor de Console qui Console est allé acheter 3 moniteurs à 250$ de 240 Hz. Donc, c'est votre chance. Je vous ai des réactions là-dessus ou plus généralement sur le sujet du eSports Central et sa faillite. Là. Bah, sa faillite était imminente. Ouais. Comment la personne gérait ça, sincèrement, même quand on avait fait notre tournoi, sans le cacher, ça a été... L'événement a été gâché pas mal par toute la gestion du eSports Central. Là, fait que... Mais c'était pas la deuxième fois qu'il faisait ouais, de toute façon, personnellement, c'était une belle place. Il y avait énormément de potentiel pour les gens qui aimaient le e-sport ou qui voulaient faire des événements e-sport. Je crois juste que les gens en arrière étaient juste pas des passionnés de e-sport. Ils ont juste pas pris plus sérieusement le projet. Donc, ouais, j'ai malheureusement eu la même expérience que toi aussi, Stars Fox. Je veux dire, j'ai été en conversation avec les personnes qui ont managé cette place-là. J'ai été une couple de fois aussi. Je pense que j'avais été premièrement pour un événement de NHL fait par le Canadien. Puis, je veux dire, l'espace c'était bien pensé la façon que c'était placé. C'était juste le système de gestion. Tu l'as dit toi-même, c'était pas géré par du monde qui soit connaissait le monde du e-sports ou genre qui aimait ça puis tu voyais qu'il était passionné. Fait que je pense qu'il y avait peut-être 4-5 autres projets on the side, puis là, il a décidé que quand tu mets pas autant d'amour dans un projet qui est sur la rue Sainte-Catherine, que probablement que ton loyer, il est pas des pinottes, là, ben, à un moment donné, c'est des choses qui arrivent, mais écoute, je vois le côté positif, là, une chaise de gaming à 120$, c'est pas tant cher. Je pense que j'ai payé la mienne 350$. Fait qu'écoute, on sait jamais. Là. Ah, c'est pas cher, effectivement. Ouais, ils ont ouvert Arcade Amusement, je pense, sur Sainte-Catherine, là, fait que
Je sais pas. Je suis pas convaincu de leur move en business, mais il y a peut-être d'autres motivations derrière dans lesquelles je vais pas rentrer. Le prochain sujet, c'est Northern Arena, desquels on a déjà parlé, mais qui s'associe avec l'Université d'Ottawa ici pour leur bootcamp en collaboration avec Staples. Donc, on a parlé déjà lors de nos podcasts précédents, puis on vous rappelle que Northern Arena se sont associés avec Bureau en gros ou Staples pour l'organisation d'une série de bootcamps dans des jeux différents. Le prochain est celui du 14 et 15 mai à Ottawa pour League of Legends. L'horaire des bootcamps qui se font sur 2 jours commence par une évaluation, la théorie du jeu, des leçons et exercices et une revue la première journée. Puis la deuxième journée est focusée sur majoritairement les exercices pratiques et des scrims. Le billet premium en personne à 80$ inclut le setup de gaming et le lunch les 2 jours. Et le billet virtuel à 30$ donne accès au stream en direct. Il y a 2 bootcamps au Québec. Ce sont les 21 et 22 mai. Et à Kirkland pour Fortnite et à Laval pour Rocket League. Les coachs annoncés pour Fortnite sont Sirius et Lay6, que je connais pas vraiment, puis j'ai l'impression que c'est des Ontariens, mais ça se peut que je me trompe. Et c'est pas encore annoncé pour Rocket League. Donc, Carl, le PDG de Northern, m'avait contacté pour les aider un peu avec les événements qui ne semblaient pas lever trop à date pour le Québec. Personnellement, sans avoir les coachs d'annoncer, c'est peut-être normal que ça ne lève pas tant que ça. Encore plus, l'événement de Fortnite est cédulé lors des demi-finales de la FNCS, qui est comme le tournoi Fortnite. J'ai parlé avec Carrie, Fatch et Pam, donc les trois des meilleurs joueurs Fortnite au Québec, pour voir s'ils voudraient passer au bootcamp Fortnite. Mais bon, ça va dépendre de leur disponibilité et s'ils auront déjà qualifié pour les finales de la FNCS ou pas. Mais si ces 3-là pourraient aller justement à un des bootcamps, je pense déjà que ça serait beaucoup plus intéressant comme événement. J'ai parlé de comment j'aime beaucoup le partenariat ici en théorie, les événements, mais que ça va vraiment dépendre de l'exécution. Puis j'espère vraiment qu'elle sera de mise, mais j'ai un peu mes doutes en ce moment. On verra et on fera ce qu'on peut de notre côté, du côté des Bully Sports, pour que ça soit le cas, mais ce serait vraiment de valeur de potentiellement perdre un joueur comme Bureau en gros dans le milieu e-sportif. Là, on n'a pas souvent beaucoup de chances de démontrer à ces compagnies-là que c'est une industrie dans laquelle ça vaut la peine de s'investir et de s'intégrer. Donc, on voit ici l'intérêt de Staples, mais j'espère juste pas que cet intérêt va être perdu si les événements sont pas des succès. Même si ça peut quand même être des succès rendus où est-ce qu'on est, mais on s'entend le 21-22 mai, ça s'en vient quand même assez vite. Donc, c'est un peu surprenant que les coachs et tout ne soient pas déjà annoncés. Je ne sais pas si vous avez des réactions ou des commentaires là-dessus. Réaction, non. Commentaire, oui. C'est déjà, avant même d'avoir eu lancé l'idée avec Staples, les coachs auraient dû être déjà recherchés, trouvés, etc. Encore une fois, comme tu dis, même si Northern Arena est une grosse entité, peut-être dans le monde canadien du e-sports, c'est un peu dommage que si ça floppe avec Bureau en gros, ça va diluer encore une fois le e-sport au Québec, parce que ça va être au Québec que ça se passe. Puis, tu vois, il y a tout le temps des impacts derrière chaque chose à chaque fois. Quand des gens essayent de pousser vers des compagnies, des plus grosses compagnies, des plus grosses entreprises, des plus grosses entités, puis que les grosses entités, justement, floppent des choses, mais par la suite, c'est les petites entités qui essayent d'aller chercher des grosses compagnies, puis les grosses compagnies vont faire, ben non, regarde, j'ai essayé avec une grosse supposée compagnie, ben là, aujourd'hui, moi, j'ai plus envie de me lancer dans cette aventure-là avec n'importe qui. Fait que vraiment, ça, c'est un peu dommage. J'espère pour Northern Arena, ça ne floppera pas, qu'ils vont avoir assez d'inscriptions, que le bureau en gros va être content là-dedans. Je le souhaite. Mais comme tu l'as dit, à date, ça part pas très bien pour ce côté-là. Puis, et si je peux rajouter là-dessus, tu sais que moi, Carl, je le connais bien, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, puis je sais à quel point pour lui, c'est important le volet académique. Fait que since day one, il m'a parlé que les universités étaient vraiment un volet qu'il voulait pousser, donc ça me surprend pas qu'il y ait eu cette idée-là de faire vraiment un partenariat. Puis sur papier, tu sais, je pense que c'est une bonne idée, le partenariat avec Bureau en gros, ils ont énormément d'espace, ils ont les ordinateurs, ils peuvent donner ce côté-là. C'est la mise en place de la chose que malheureusement, j'espère qu'il ne va pas se tirer dans le pied de vraiment toute la mise en place des inscriptions. Puis comme tu l'as dit, Stars Fox, écoute, c'est
quand tu as cette idée-là, ben, t'es mieux d'avoir contacté tes coachs d'avance, puis même, tu sais, comme le dit Émile aussi, si tu as déjà des têtes d'affiche que tu sais qui vont être présents, ben, évidemment, ça aide à publiciser ton projet. Donc, tu sais, je pense que c'est malheureusement ce qui va peut-être faire mal. Puis, tu l'as mentionné aussi, StarsFox, par rapport à l'image qu'une marque va avoir suite à une mauvaise expérience en e-sports. Je veux dire, c'est un peu mon day-to-day là, à travers avec des équipes à l'international. Ouais. Malheureusement, on frappe à des portes qui ont déjà été brûlées par le compétiteur, mais ce compétiteur-là, par exemple, cette équipe-là, elle n'a aucune expérience du côté vente, puis elle a pitché une super belle idée que le client a embarqué, mais au bout du compte, il n'est pas capable de livrer. Puis là, ensuite, c'est les équipes qui souffrent. Puis je ne veux pas prier pour ma paroisse, mais c'est justement pour ça qu'il y a des agences qui existent qui permettent de professionnaliser ce système-là, faire en sorte qu'on est capable de faire quelque chose qui va être concret. Puis j'ai eu la chance de travailler avec toi, Émile, dans le passé. J'ai vu le rapport de performance commandite que vous offrez. C'est important de faire ce genre de choses-là. Ça donne la valeur. Ça prouve que le e-sport, c'est sérieux puis qu'il y a une belle opportunité marketing à gagner. Là. Ouais, mais c'est ça justement, à en venir moi, je parle plutôt du Québec, là, puis je pense que toi aussi, là, je pense que tu t'en rends compte de toute façon en travaillant là-dedans. C'est qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à force de brûler des ponts au Québec, personne ne voudra rentrer déjà, que personne ne veut rentrer au Québec. T'sais, on ne va pas se le cacher, il y a beaucoup de grosses compagnies anglophones qui ne veulent rien savoir du Québec. Même que ce soit même pas dans les sports, dans le linge, dans l'automobile, dans des choses comme ça, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas rentrer dans les sports. Là, si tu brûles des ponts avec les compagnies qui sont déjà intégrées au Québec, ça fait des années qu'ils sont là, qui ont travaillé par exemple avec le LAN ETS, des choses comme ça, puis que les autres veulent pousser un peu plus leur projet dans les sports, ben là, c'est un peu plate. Donc, comme tu dis, c'est vraiment de travailler avec ces compagnies-là, être prêt d'avance avec ces compagnies-là avant de lancer un projet d'envergure comme ça. Surtout dans notre province, qui est un peu compliqué à aller chercher justement des sources de financement externes, de sponsorship, etc. Mm-hmm. Ben, si je peux me permettre, let's prove them wrong. On va essayer, on va espérer que ça se passe bien. Si on est capable d'en prouver wrong, ben écoute, c'est le mieux. Puis on va juste donc, tous les joueurs de Fortnite et Rocket League dans le chat ou qui écoutent ça, inscrivez-vous. Inscrivez-vous, même si vous ne connaissez pas les coachs et même si c'est durant les demi-finales de la FNCS, allez-y pour le greater good du Québec. C'est un time de qui. On va envoyer tous vos joueurs là-bas. Allez hop, ça va être votre boot. Écoute, moi aussi je l'espère, là. C'est Bureau en gros, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel avec cette compagnie-là. Là. Puis on en a parlé la dernière fois qu'on a discuté du sujet, mais tu sais, moi, je pense que les bootcamps étaient cool, ou c'est cool en théorie comme projet ou comme activation, mais j'aurais aimé quelque chose d'encore plus intégré, d'encore plus dynamique. Tu sais, un LAN, un bureau en gros, ils ont 40 ordi, on fait ce que Able a fait au eSports Central, mais dans un bureau en gros, ça peut être incroyable. Fait que j'espère que ces projets-là vont bien cheminer quand même, puis que justement la prochaine fois, ça va être encore plus poussé. Mais bon, le temps va nous le dire. Et moi, je vais y être pour voir si ça va arriver. Le prochain sujet, c'est notre bon ami Prose et FaZe. Donc, FaZe repousse leur Phase 1 Challenge. Vous vous rappelez que Prose, un créateur de contenu québécois, a atteint le top 20 dans le Phase 1 Recruitment Challenge. Les prix à gagner lors de ce challenge, au-delà de rejoindre FaZe, sont un signing bonus de $1 million de la part de MoonPay en crypto, 250 000 $ de la part de Ghost Energy, précédemment G-Fuel, mais FaZe ont changé de commanditaire, et une voiture Nissan GT-R. Donc bref, Prose est allé au nouveau FaZe Warehouse, commandité justement par Ghost Energy, à Los Angeles, avec 19 autres personnes. Malheureusement, à date, il y a eu, je pense, 6 cas de COVID sur les 20 personnes invitées, et donc FaZe a dû repousser le challenge pour un temps indéterminé. 2 des participants étaient remplacés au début dû au COVID, je pense. Donc, si je comprends bien, ce sera 22 personnes qui vont revenir pour le challenge une fois que tout ça a été clearé. C'est clair que les gens qui étaient disqualifiés dû au COVID initialement sont maintenant super contents. On verra quand ça aura lieu finalement. FaZe ont pris le temps de mentionner qu'il y avait beaucoup de mesures sanitaires en place pour la sécurité des participants. Malheureusement, ça n'a visiblement pas été assez. Certains ont critiqué dans les commentaires le fait que le challenge commençait
sans masque au warehouse. Je note le jour après que les participants aient tous pris des vols d'avion de tout plein de pays et États qui auraient dû mettre le monde en quarantaine avant de commencer par précaution. Bien que ça aurait probablement été la chose la plus sécuritaire, je suis pas certain qu'on puisse vraiment vouloir à FaZe de ne pas l'avoir fait. Je pense pas que c'est vraiment la procédure standard ces jours-ci. On passe un test rapide d'habitude et on se fie aux résultats. Bref, c'est de valeur, on verra. On peut aussi parler du contenu. Je sais pas si vous avez écouté un peu, mais même si j'aime le concept en théorie, j'ai comme été un peu déçu des résultats ou de l'exécution. Là. J'ai vraiment pas enjoy ces streams-là, mais je suis aussi peut-être pas le marché cible. Mais je sais pas si vous avez des commentaires sur tout ça, là, pros, le COVID ou même l'exécution du Phase 1 Challenge au Warehouse. Ben, je vais recommencer. Je trouvais que pros, sur ce côté-là, j'ai regardé les vidéos, tout. Il avait l'air à l'aise dans ce monde-là, en fait. Vraiment, je pense que le gars, il est fait pour ça. Tu le vois d'avance, là, il a rêvé de FaZe longtemps, il a voulu FaZe longtemps, puis tu vois qu'il est comme. Il a la carrure, il a la confiance pour FaZe. Mais personnellement, ce que j'ai vu de FaZe, là, le content, puis tout, là, j'ai aucune foutue idée de ce qu'ils faisaient, en fait. Et eux autres, ils n'avaient même pas l'air à savoir non plus ce qu'ils faisaient. Donc, c'est cool pour les gens qui veulent être dans FaZe comme le challenge, mais c'est juste les entre-deux. On dirait que la Warehouse, ils ont. Puis je réitère ce que je voulais dire, on avait discuté, Emile. Ils ont essayé de faire un genre de 100T TSM, mais eux autres, leur style est tellement pas ça. Là. La villa qu'il y avait, la maison qu'il y avait à Los Angeles, c'était plus ça, FaZe. C'est la démesure, la jeunesse, c'est un peu le party, les affaires de même. Là, ils s'en vont dans une warehouse, je sais pas, c'est comme. Je trouve ça cringe pour cette organisation-là où effectivement peut-être est en bourse, peut-être avait de l'argent, peut-être a des équipes pro, mais c'est tellement pas leur. Je sais pas, c'est tellement pas leur identité directement. Là. Fait que je sais pas. Puis même le contenu qu'ils ont lancé, là, sérieusement, il était cringe. Il était vraiment pas le fun. Moi, un vieux qui regarde des photos, une fille qui sait même pas, comme on avait vu l'autre soir, il est en train d'emballer des trucs, on savait pas c'est quoi des perruques, des affaires de même. Aucune idée c'est qui. On savait pas c'est quoi qui se passe là. Fait que peut-être aussi ces gens-là, j'ai aucune idée de ce qui se passait là-bas en fait. Là. Je comprends le challenge, mais l'à côté, genre, il était too much. Là. Peut-être coupe le stream, puis fait juste le challenge that's it. Déjà là, c'est bien. Mais bon, ça c'est mon avis sur ce qui s'est passé chez FaZe. Nova. J'ai pas trop compris en tant que tel c'était quoi le challenge. Genre, tantôt il y a Flaco puis Tienne qui ont passé genre 30 minutes à essayer de m'expliquer, j'ai pas compris. Mais ouais, ben écoute, c'est poche, mais c'est le fun pour les gens qui avaient la COVID de genre pouvoir retourner dans le challenge. Puis je trouve ça le fun qu'ils ont pris les démarches par rapport à ça, puis ils ont pas juste laissé ça couler. Mais j'ai pas vraiment d'autres commentaires parce que je comprends pas trop c'est quoi. Je vais pas vous mentir. Écoute, je suis pas non plus tant que ça au courant de ce challenge-là en particulier. Je pense que ça semble être une idée intéressante là, de ce que je vois, là, de devenir se challenger des créateurs de contenu. Puis tant mieux si on a un fleuron québécois qui a la chance de participer à ce challenge de FaZe. Fait que je vais voir le côté positif. Puis, tu sais, j'ai un peu la même opinion que toi, Starsfox, sur FaZe, sur le côté excentrique. Moi, je trouve que c'est un peu la frat house des teams de e-sports. Là. Fait que, le côté warehouse, écoute, ça doit être ils doivent l'avoir brandé d'une certaine façon que ça feel quand même comme une frat house. Mais bon, c'est poche pour les créateurs, mais bon, ils vont avoir la chance de le reprendre. Fait que tant mieux. Ouais, en effet. On verra, puis on espère pour Pros qui pourra aller chercher le gros prix à la fin. Le dernier sujet de la soirée que j'ai noté, c'est XQC et Pokimane qui critiquent le contenu de Valorant. Donc, XQC et Pokimane, deux des plus gros créateurs de contenu au monde, XQC étant québécois et Pokimane canadienne, si je ne me trompe pas, ont récemment fait un co-stream du type Just Chatting, où ils ont parlé de plusieurs sujets, dont Valorant, le jeu de tir fait par Riot. Ils ont un point de vue intéressant
selon moi, comme quoi que Riot émettrait trop de contenu professionnel de Valorant diffusé sur Twitch. Donc, trop de matchs et de tournois professionnels. Ils ont même dit que Riot est en train de tuer le contenu de Valorant sur les plateformes ou sur Twitch. Pokimane a dit haïr la façon que Valorant fonctionne sur Twitch, même si elle aime beaucoup le jeu. Elle dit qu'il semble y avoir des matchs professionnels presque à tous les jours et qu'ils tuent leur propre contenu en diffusant si souvent des matchs professionnels. XQC était un peu du même avis avec Pokimane et avait fait la comparaison comme quoi que CSGO avait un problème similaire. C'est quand même non négligeable quand deux des plus gros influenceurs et non dans le monde du gaming viennent critiquer un des plus gros développeurs. Fait que bien qu'ils aiment le jeu, ils disent détester la stratégie de contenu. J'ai trouvé quand même intéressant comme point de vue. C'est sûr que un peu comme les organisations et les synergies avec leur équipe compétitive, des fois, les synergies d'un développeur de jeux, surtout compétitif comme Valorant et Riot, se focus beaucoup sur l'aspect compétitif du jeu, les tournois, et on voit beaucoup de viewership de ces tournois-là. Mais après, j'avoue que s'il y a des tournois professionnels à tous les jours que tous les fans de Valorant vont écouter, ça devient difficile pour les créateurs de contenu de streamer le jeu, parce que beaucoup de ton audience va aller vers le tournoi professionnel qu'il faut à la limite écouter si on est fan du jeu. Fait que je sais pas si vous avez des réactions là-dessus, si vous êtes en accord, en désaccord, si vous avez des comparaisons à d'autres jeux que vous connaissez, mais je trouvais quand même un point de vue intéressant et je tenais à le souligner. Il y a des points de vue que XQC a levé justement dans la discussion qui était quand même assez... Je pense que XQC, des fois, il dit des choses, puis t'es comme... Pas que t'es pas sûr de ce qu'il veut dire, mais dans un sens que le contenu... Je pense que Valorant, son contenu général est bien. Le fait qu'il y ait des tournois, puis peut-être qu'il y en a tous les jours, je ne sais pas, je ne regarde pas ça assez. Je suis passé sur Twitch pour voir comment le monde consomme de Valorant. Mais c'est pas une mauvaise chose en même temps, parce que pour les professionnels, ça permet de jouer. T'sais, on va se le dire, ça permet de grinder, ça permet de voir les équipes pour les organisations aussi. Ça permet de voir justement une rotation de joueurs, d'avoir un pool général de ce qui se passe, pour faire grandir justement le monde du compétitif dans Valorant. Mais je pense que Riot Games, ça fait partie. Parce qu'à date, Riot Games, je n'ai jamais vu se planter fort. Mais peut-être ça fait partie d'une stratégie justement qui veulent peut-être rendre ça justement un day-to-day tournament ou genre plus de contenu sur les tournois. Mais du côté justement qui disent qu'il n'y a pas comme par exemple League of Legends, tu as beaucoup de gros streamers ou de professionnels ou de gros content qui font du stream Valorant. League of Legends, excuse. Mais c'est juste le fait que justement, je pense que les gens ont juste besoin de se concentrer sur le streamer et non sur l'événement. Puis ça, ça dépend, c'est tout le temps du content. Ça fait partie du content. Si tu as une communauté, tu t'en as pas. Personnellement, je suis un peu au courant aussi de la scène Valorant depuis longtemps. Ça fait longtemps que même avant que Riot l'ait lancé officiellement, je savais qu'ils travaillaient dans l'ombre sur un projet comme ça. Puis early on, ils l'ont dit quand c'était même pas annoncé que c'était encore un shooter. Ils ont dit notre prochain projet va être 100% du e-sport. Ça va être juste une scène compétitive. On va pas nécessairement jouer sur le côté création de contenu. Donc, c'était déjà dans leur plan de faire ça. Puis, honnêtement, si on regarde ce qu'ils ont fait depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ils ont excellé. C'est un jeu qui est complètement en croissance. Tu parles avec une équipe de e-sports, tout le monde veut participer dans le côté Valorant. C'est le prochain shooter on the block. Il n'y a peut-être pas justement la scène de création de contenu, mais c'est celui qui a eu le plus de traction. Ils viennent d'annoncer, je pense, il y a 2 semaines ou quelque chose comme ça, Riot a annoncé leur projet pour les différentes compétitions de Valorant qu'ils vont faire dans la prochaine année. Puis honnêtement, ils ont un plan de match qui est béton. Ils font autant des ligues locales que des ligues professionnelles. Ils ont monté une structure qui ont appris de leurs erreurs avec League of Legends. Puis ils permettent justement aux équipes de ne pas devoir payer une franchise de genre 20 millions pour faire partie de la LEC, ce genre de choses-là. Donc, c'est super intéressant ce qu'ils ont mis sur place. Puis, je ne suis pas contre les opinions de Pokimane et de XQC, mais en même temps, c'est sûr que si tu demandes à 2 créateurs de contenu c'est quoi leur opinion, je pense que si tu demandais à 2 joueurs professionnels de Valorant, il y aurait l'autre opinion. Fait que, c'est à prendre ou à laisser.
Mais je pense que d'un côté, de ce qui avait été annoncé par Riot, puis ce qui est en ce moment en train d'être fait, puis du plan de match qu'ils ont pour le futur, pour ce titre-là, moi, c'est chapeau là, à Riot. Puis Riot, comme tu l'as dit, Stars Fox se sont jamais trompés. C'est le plus gros game publisher en termes de succès qu'on a connu. Fait que moi, je suis all aboard. Là. De mon côté, je crois que est-ce que ça ruine le content? Non. Est-ce que ça c'est bon au niveau du e-sport parce que n'importe quel joueur peut voir ses équipes, puis il peut essayer de s'améliorer, puis s'inspirer, puis apprendre des équipes au quotidien, puis ça donne du contenu dans un certain sens, parce que ça donne du contenu aux coachs, aux personnes qui veulent en apprendre, puis les analystes, les personnes qui veulent en apprendre, puis qui veulent analyser le content. Dans un certain sens, ça crée du content, mais juste plus ciblé e-sport que ciblé entertainment en soi. À mon avis, il est pas en train de tuer le content, il est en train de créer, mais dans différentes sphères qu'est-ce que XQC puis justement Pokémon y parlait. Je crois qu'il parlait plus du côté entertainment, puis justement, ce que Riot fait, c'est plus du contenu pour les pros, puis du contenu plus développement, puis apprendre. Fait que je crois qu'en tant que tel, c'est pas mauvais. Au contraire, ça va juste aller chercher une différente sphère qu'on n'avait pas vue auparavant, puis je vois pas en quoi ça peut être un problème. Écoute, je suis d'accord personnellement moi aussi avec tous vos commentaires. T'sais, Riot l'ont dit dès le début, puis ils ont même créé le jeu avec justement cette vision-là. Ils ont pris un peu les Best of All Worlds en le créant, CSGO, même à la limite Fortnite, Overwatch. Ils ont tout pris ça en compte et ils ont créé un jeu pour que ce soit un jeu aussi compétitif, e-sportif que possible. Et ils ont été clairs avec le fait que c'était ça leur but. Puis je suis d'accord avec toi aussi, Nova, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de contenu. Il y a beaucoup de contenu Riot, Valorant. C'est juste que le contenu, c'est du contenu compétitif. C'est du casting, c'est des tournois, c'est des matchs. Beaucoup comme CSGO. Après, y a-tu des downsides de pas justement laisser un peu plus de place aux créateurs de contenu? Peut-être. J'irais même à la limite de dire oui. Puis c'est peut-être un peu bizarre parce que si vous vous souviendrez comment Riot a lancé le jeu, c'était hyper content creator centric. La seule façon d'avoir le bêta du jeu, c'est d'aller dans les streams des content creators et d'avoir une clé pour pouvoir télécharger le jeu. Donc, c'est sûr que les créateurs de contenu vont être un peu choqués vu que Riot, c'est vraiment focusé sur l'autre direction compétitive. Y a-t-il un juste milieu? Probablement. Je pense pas nécessairement qu'il faut moins de contenu sportif, mais peut-être plus de crossover. Pour les tournois professionnels, laisser les content creators faire du casting ou faire des watch parties, ce que je pense Riot fait déjà, mais je suis pas à 100% certain. On le voyait par le passé, des Shroud qui allaient commenter sur des tournois qui se passaient. Donc, c'est peut-être là le crossover qui peut être plus fait. Après, si un créateur de contenu veut streamer du Valorant, je pense pas que c'est vrai que c'est pas possible. On le voit souvent, là, les Tens de ce monde streamer, puis il y a plein de monde qui les regarde jouer. Donc, c'est peut-être juste un peu fort du côté de Pokémon puis de XQC. Puis comme tu as dit, LP, ils viennent là avec leur chapeau de créateur de contenu. Fait que c'est sûr qu'ils vont avoir leur point de vue super fort sur le spectre de ce bord-là. Puis si tu demandais à un joueur compétitif, il y aurait l'autre commentaire. Mais y a-tu un juste milieu? Peut-être, sûrement. C'est-tu mieux d'être dans le juste milieu? Peut-être, sûrement. C'est quand même tes brand ambassadors, c'est quand même les influenceurs, c'est gros pour des brands, puis c'est du gros marketing pour ton jeu. Fait que le monde qui ne connaissent pas beaucoup Valorant vont sûrement pas se plugger dans des tournois compétitifs, mais ils peuvent découvrir le jeu quand un Pokémon ou un XQC le stream. Donc, je pense qu'il faut quand même laisser de la place aux deux, mais Riot le fait. Selon moi, Riot le fait. Mais bon, c'est mon commentaire. C'est tous les sujets pour aujourd'hui. Je ne sais pas si Nova, LP, Stars Fox, vous avez des sujets que vous voulez apporter ou des commentaires ou des shout-outs avant qu'on termine le stream. Ça peut être non. Non. Je t'en avais partagé un, mais Torin qui bâche Allen sur Twitter, puis il y a Simple qui envoie chier Tarim Solid.
Ça, je l'ai trouvé drôle. J'étais là, c'était pas pris à la bonne Je vais personne. pas donner monsieur. trop de publicité à Thorin. Pour ceux qui connaissent pas, Thorin, un caster dans la scène de CSGO qui a souvent des commentaires assez, agressifs. Il y a eu beaucoup de publicité pour Thorin quand il s'est mis contre les ligues féminines, puis aujourd'hui il s'est mis contre un des joueurs iconiques de CSGO, puis un autre qui lui a répondu. Mais vous pourrez aller voir sur le Twitter de Thorin si ça vous intéresse. Là. Ah, c'est assez intense. Encore. I guess, shout out, allez voir notre dernière vidéo, notre dernier post. On a fait un announcement ce soir, donc une nouvelle content creator et une executive assistant qui a joint le programme, donc si jamais ça vous tente d'aller voir ça, c'est pas mal tout pour moi. La seule chose que je pourrais dire, c'est si vous êtes curieux de voir ce qu'on fait, puis les genres d'équipes avec lesquelles on travaille, vous pouvez aller nous suivre. On est pas mal plus sur LinkedIn, le côté business du eSports, mais allez nous suivre, C4G Agency. Puis n'hésitez pas à m'écrire, là, que ce soit Twitter, Instagram ou LinkedIn, ça va me faire plaisir de vous aiguiller de ce petit monde-là. Merci Nova, LP, Starsfox. Merci à tout le monde dans le chat. Je sais qu'il y a eu des problèmes ou qu'il y a encore des problèmes avec le stream aujourd'hui. Aucune idée pourquoi, pour être franc avec vous, mais bon, en espérant qu'on va le régler éventuellement. Moi, le shout-out, c'est on se voit tous dès demain au LAN ETS, j'imagine. Je pense que toutes les 4 ici, on va y être ou du moins faire des tours. Le LAN ETS, pour ceux qui ne savent encore pas, demain, 13, 14, 15... à l'ETS, donc au centre-ville de Montréal, gratuit pour les visiteurs. Il n'y a plus de masques à compter de samedi. Il fait 30 degrés ce week-end. Donc, pour certains, ça va être une bonne nouvelle. Pour d'autres, ça va être une cause d'angoisse. J'espère que ça va être encore une fois un juste milieu, que le monde va être quand même responsable, sécuritaire, mais en même temps qu'on va bien s'amuser puis profiter de la température et de l'événement. Donc, n'hésitez pas de passer nous voir en personne aussi. Je sais que Nova, moi, Starsfox, LP, on va tout être là. Si vous nous voyez, soyez pas gênés. Venez nous jaser. On veut vraiment parler à tout le monde. Je pense que c'est une belle communauté. C'est le but du podcast. Faire jaser le monde, créer des nouvelles connexions, faire grandir cette communauté-là, éventuellement pouvoir peut-être percer au Québec, Canada, ou même juste voir plus en plus de joueurs québécois sur la scène et même des gestionnaires québécois. Donc, merci encore une fois à tous. Tous les jeudis soirs, on fait ça ici. Les podcasts vont tout être sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, sans lag sur ces plateformes-là. Et si on ne vous voit pas en fin de semaine, donc dès demain, on vous voit jeudi prochain en l'espérant. Merci, messieurs, dames, et bonne soirée.